Bonjour à tous. Le son est revenu. Tant mieux, nous pouvons démarrer. Bonjour pour la poursuite de ce printemps de l'économie. Nous allons évoquer maintenant les questions de commerce international avec ce titre « La désescalade est-elle possible ?» Alors pour en parler, à ma gauche, Sébastien Jean, qui est le directeur général du CEPI, le Centre d'analyse de l'économie internationale. À côté de lui, Philippe Martin, qui est président délégué du Conseil d'analyse économique, qui est rattaché au service du Premier ministre, mais en toute indépendance, et Édouard Bourcieux, qui est le représentant en France de la Commission européenne sur les questions de commerce international. Et on sait évidemment que le commerce international est une compétence considérable de l'Europe. Pour ma part, je suis Dominique Seux du journal Les Échos et à France Inter. Quand on parle du commerce international, alors l'actualité est tellement forte que nous pourrions en parler tout l'après-midi. Hier encore, l'OMC a sorti un indicateur montrant que l'évolution du commerce international, qu'il y avait un ralentissement assez net, qui nous ramenait, que nous n'avions pas connu depuis 2010. Sur les marchandises, notamment l'automobile, les containers, beaucoup de biens, il y a un tournant qui est sans doute lié à la conjoncture, mais qui est peut-être structurel aussi. Et c'est évidemment la grande question et peut-être la première question à laquelle il va falloir répondre. En tout cas, nous aimerions à la fin de cette table ronde que vous ayez ces réponses-là. La première question, c'est, au fond, quand on constate, quand on regarde posément les choses, la démondialisation est-elle en marche? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, au fond, Donald Trump a un peu raison, mais jusqu'où a-t-il raison? Il a raison de mettre la pression sur l'Asie, et notamment la Chine. C'est peu discutable, mais la manière de le faire, les conséquences économiques, mesure-t-il les effets? Jusqu'où faut-il aller? Et évidemment, la question, c'est de savoir, avec les trois observateurs que nous avons là, quels sont les scénarios possibles pour les mois, les jours, les mois qui viennent. Et puis la troisième question, elle nous concerne évidemment, nous, Européens et Français, c'est quelle place pour l'Europe dans ce paysage-là? L'Europe, depuis une quinzaine d'années, a plutôt, et notamment la France, été très ouverte en privilégiant le pouvoir d'achat des consommateurs par rapport à ses producteurs, notamment pour financer les dépenses collectives de santé, de retraite qu'il fallait bien financer. Mais est-on allé trop loin? Et l'Europe, diplomatiquement, géopolitiquement, a-t-elle quelque chose à dire? Et au fond, sa stratégie est-elle la bonne? Et on voit bien qu'il y a, ces jours-ci encore, de grandes différences d'appréciation, par exemple entre Paris et Berlin, sur la façon de réagir face à Donald Trump. Donc ça fait évidemment beaucoup de sujets. On va procéder de la manière suivante, c'est-à-dire trois topos introductifs. D'abord Sébastien Jean, et puis nous aurons évidemment un échange. Donc préparez vos questions. Les sessions ne sont jamais, me semble-t-il, aussi riches que quand il y a des questions diverses, variées et en toute liberté. Sébastien Jean, quels sont un petit peu, d'abord, c'est vers vous que je me tourne, les éléments de contexte. Quelles sont les perspectives de l'accord entre les États-Unis, des discussions entre les États-Unis et la Chine? Peut-on espérer une trêve durable avec l'Europe, où en fait on sait qu'il y a des échéances à la fin du mois prochain? Peut-on espérer une réforme de l'OMC? Mais je reviens à ma question initiale. Quand on regarde les statistiques, les données, y a-t-il un mouvement de démondialisation qui est en marche? Merci Dominique, bonjour à tous. Je vais essayer peut-être de poser le cadre un peu très, très rapidement, ce qui est difficile, et au fond de porter un regard sur un an de guerre commerciale, entre guillemets, ou en tout cas de tensions commerciales très fortes, parce que on va fêter au fond l'anniversaire du déclenchement des hostilités commerciales, à la mesure où c'est en mars dernier que Donald Trump a commencé à prendre les mesures qui étaient le plus inhabituelles, en tout cas en termes de protection commerciale. Ça avait commencé par les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Donc un an après, finalement, effectivement, c'est le moment déjà de tirer un premier bilan.
Et le premier bilan, puisque l'initiative est venue de Donald Trump, on doit commencer par son obsession ancienne, qui sont les déficits commerciaux. Il a toujours fait une fixation sur les déficits commerciaux, qui pour lui représentent une mesure de la façon dont ses partenaires éventuellement exploiteraient les États-Unis. Un an après, qu'est-ce que je vois? Je vois un score très mauvais, la cible est ratée, parce que le déficit commercial des États-Unis a augmenté de plus de 10%. Ils s'en sont pris en particulier dans les tensions à la Chine, et le déficit commercial a augmenté plus que la moyenne avec la Chine. Donc 2 fois raté. À la limite, la circonstance atténuante, c'est que c'était une mauvaise cible. Donc, est-ce que rater une mauvaise cible, c'est une mauvaise nouvelle? Ça, je vous laisse juger. Et pourquoi je dis que c'est une mauvaise cible? Simplement parce que le déficit commercial n'est pas en premier lieu une question de droit de douane. C'est une question d'équilibre macroéconomique, d'équilibre macroéconomique entre épargne et investissement. Est-ce que j'épargne suffisamment par rapport à ce que j'investis? Ou pour le dire différemment, est-ce que je produis suffisamment par rapport à ce que je consomme? Or, justement, la réforme fiscale de Donald Trump, ça revenait à rendre l'État plus dépensier, moins épargnant, et donc ça a creusé le déficit. Donc c'est cette politique qui a donné ce résultat. Bon, donc ça, c'est pas un succès de ce niveau-là. Bon, je laisse de côté, on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion, les questions relatives à la renégociation de l'ALENA, parce que je pense que ça n'a pas produit des résultats qui sont très significatifs, par rapport en tout cas à toute la charge politique qui a été mise dedans. Et donc, le juge de paix, au fond, un an après, c'est cette opposition frontale avec la Chine. Opposition dont il faut bien préciser que, d'une part, elle n'a pas commencé avec Donald Trump. Il y avait déjà un durcissement de l'administration Obama dans les rapports avec la Chine, y compris au niveau économique. Et elle ne se limite pas à Donald Trump, c'est-à-dire qu'elle reçoit un soutien massif aux États-Unis, bipartisan dans la vie politique. Et, ce qui est plus nouveau, étendu également, largement étendu maintenant au milieu des affaires. Pendant longtemps, le milieu des affaires américain, justement, était vraiment pour le développement de bonnes relations, des affaires en Chine, etc. Et de plus en plus, il y a aussi cette inquiétude qui est partagée. Et là, on n'est plus à parler, en fait, il y a un déficit commercial bilatéral très fort. Donc là, Donald Trump lui-même, effectivement, se fixe beaucoup là-dessus. Mais en fait, le problème est beaucoup plus large. C'est un problème lié à la façon de concilier les spécificités du modèle chinois avec une concurrence qu'on estime loyale, enfin équitable de notre point de vue. Et en particulier, il y a 2 gros problèmes qui sont sur la table, qui sont d'une part la façon dont éventuellement les Chinois forcent les transferts de technologies, dont ils s'approprient les technologies des entreprises occidentales américaines en particulier, et parfois, disons, en court-circuitant les règles qu'ils devraient respecter, d'une part. Et d'autre part, pour faire simple, les subventions massives dans l'économie chinoise. Je dis simple, je dis pour faire simple parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça en la matière, et c'est d'ailleurs une partie du problème. Nous, une subvention, pour nous, c'est l'État qui donne de l'argent à une entreprise. En Chine, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus protéiforme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une coordination par l'État, par le parti aussi, et ce que fait le parti est beaucoup plus opaque encore que ce que fait l'État, pour coordonner la vie économique, pour favoriser certaines entreprises et même certains secteurs par rapport à d'autres. Et donc ça pose la question de savoir comment on peut faire, nous, pour résister à leur concurrence dans les secteurs qui vont favoriser et qui vont choisir et qui sont souvent les secteurs les plus porteurs en termes technologiques. Là, vraiment, il y a une question de fond qui touche à des aspects vraiment clés de la façon dont est organisée l'économie chinoise, dont l'État essaie d'orchestrer son développement. Et là, on est dans des questions beaucoup moins simples, qu'on a du mal à régler en quelques semaines, comme on pourrait l'espérer pour d'autres aspects. Donc, comme vous savez certainement, on est actuellement dans une situation de pause en termes du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Il y a eu le 1er décembre une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Ils se sont mis d'accord pour dire pendant 3 mois on suspend ces tensions, les mesures de protection ou de représailles, parce qu'on va essayer de trouver un accord. Or, la situation que je suis en train de vous décrire, c'en est une où on pourrait trouver... disons, il y a une très forte pression politique pour trouver un accord, parce que les Chinois n'ont pas du tout envie de conflit, ils veulent vraiment essayer d'apaiser, de retrouver une certaine sécurité dans leurs relations commerciales, notamment avec les États-Unis. Le pouvoir chinois veut défendre la cohérence de sa position, veut trouver une issue positive.
Et Donald Trump, lui, se retrouve sous pression parce que justement, ça va faire un an, on commence à disons, l'interroger, l'interpeller sur les résultats de ses politiques. Et de plus en plus, les milieux économiques, y compris les milieux d'affaires, les responsables des grandes entreprises, sont extrêmement inquiets des conséquences potentielles de l'affrontement commercial avec la Chine. On le voit notamment par le fait que les nouvelles des négociations, aujourd'hui, sont devenues des déterminants de l'évolution de la bourse aux États-Unis. Donc il y a une très forte pression pour trouver un accord à court terme, même si il a été clairement annoncé qu'en fait cette échéance du 1er mars, elle pourrait être un peu reportée. Et il y a, donc j'ai dit 2 types de questions, le déficit bilatéral et des questions plus structurelles. Donc ce qu'on peut faire à court terme, c'est trouver des mauvaises solutions, c'est-à-dire se mettre d'accord, les Chinois vont acheter plus de soja, de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, d'avions aussi, hein, d'ailleurs on voit que ça se fera à notre détriment, et si c'est le cas, de microprocesseurs. Je dis que ça n'a pas grand intérêt parce que si les Chinois achètent plus de soja aux Américains, donc ils en achèteront moins au Brésil, plus aux États-Unis, nous, Européens, on fera le contraire. Et à la fin, ça n'aura vraiment pas servi à grand-chose, ça n'aura pas changé les déterminants fondamentaux de la concurrence internationale, sinon dans le sens où ça aura vraiment créé une interférence très forte du politique. Après, sur les questions plus structurelles, de la façon dont on essaie de trouver des nouvelles règles pour avoir une concurrence équitable entre l'économie chinoise et les États-Unis, l'Europe, là, pour le coup, on a du mal à imaginer qu'une solution soit trouvée en si peu de temps parce que ça demande des adaptations profondes, des choix qui ne peuvent pas se décider comme ça. Ça demande des négociations complexes, ça demande potentiellement certaines adaptations côté chinois. Donc, je dirais, il me semble qu'aujourd'hui, le risque, donc on est sous forte pression, hein, on a un peu l'impression de ce décompte qui tourne, de cette horloge qui est lancée face à un problème qui est très complexe, on ne va pas pouvoir bien résoudre dans l'immédiat, donc une sorte de risque, d'alternative entre un mauvais accord de commerce équilibré, de commerce administré, pardon, où administrativement, politiquement, on décide ce qui va être échangé, ou bien potentiellement une escalade, une sorte de rhétorique de guerre froide économique, et on voit ça se développer, qui serait potentiellement assez dangereuse parce que on voit aussi que l'économie mondiale moderne d'aujourd'hui est une économie dans laquelle il y a un enchevêtrement extrêmement dense, extrêmement complexe à dénouer de relations économiques entre les grandes puissances. Donc ça n'augure rien de bon sur la suite. La bonne solution, entre guillemets, celle, il me semble, qui serait la plus favorable, ça serait qu'il y ait une négociation pour faire évoluer les règles et mieux tenir compte des spécificités de l'économie chinoise, celles que je vous les ai décrites, notamment cette participation, cette coordination très forte de l'économie chinoise par l'État et par le parti. Donc ça demanderait de changer les règles, par exemple sur les subventions, sur la protection des technologies, mais ça prend un peu de temps. Les Européens essaient de pousser dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a sur la table le sujet de la réforme de l'OMC. Hein, réformer l'OMC, ça veut dire changer les règles pour essayer de faire en sorte justement qu'on puisse combiner cette puissance commerciale chinoise nouvelle avec une concurrence qu'on jugerait équitable. Ce qui n'aide pas dans ce contexte, et je terminerai par là, c'est le fait que pour négocier de nouvelles règles, il faudrait notamment que ceux qui partagent les mêmes intérêts, notamment les États-Unis et l'Europe par exemple, et le Japon, puissent vraiment se mettre autour d'une table, discuter et négocier d'une même voie, disons, avec la Chine. Or, en parallèle, disons, de ces tensions américano-chinoises, aujourd'hui, on a aussi une menace forte de protection commerciale des États-Unis envers les automobiles européennes. Donc, ça, c'est, disons, une preuve de l'approche très transactionnelle de Donald Trump, hein, et il est plus isolé là-dessus que sur la Chine. Donc c'est pour ça que je dis Donald Trump plus que l'administration au sens large. Et cette volonté de faire abstraction des règles pour utiliser leur puissance et essayer de rééquilibrer un commerce transatlantique qui, c'est vrai, est très déficitaire du point de vue des États-Unis. Voilà. Donc ça, disons, ça complexifie le jeu, ces tensions transatlantiques. Ça rend plus difficile de trouver une solution. Et là-dessus, je dirais,
d'ailleurs comme pour une bonne partie des autres aspects, il y a beaucoup d'incertitudes parce que la politique américaine, dans ses buts, dans ses modalités, est entourée d'une sorte de nébuleuse liée à l'organisation un peu chaotique de l'administration, aux gesticulations et parfois au changement d'orientation très brutal de Donald Trump. Merci. Merci. Quel serait, à vos yeux, le scénario idéal? C'est-à-dire comment, à la fois sur le plan politique, technique, de calendrier, j'allais dire, dans l'intérêt général, où chacun gagne quelque chose, ne perd pas trop, mais c'est quoi? Quels seraient les contours d'un accord, au fond, idéal? On corrige un peu telle chose ou telle chose. Voilà. Bon, notre petit secret européen qu'on n'aime pas trop avouer, c'est qu'au fond, par beaucoup d'aspects, on est bien content que Donald Trump mette la pression sur les Chinois. Parce qu'on partage beaucoup de ses préoccupations. Il fait le sale boulot. Il fait le sale boulot. Et donc, le calendrier idéal, ce serait celui où il ne ferait pas trop de dégâts avec ces menaces, et donc il n'irait pas jusqu'au bout de cette escalade entamée, mais où ça permettrait effectivement d'avancer véritablement dans des négociations. Donc, pour répondre plus précisément, ça serait celui où il y aurait l'ouverture de négociations, en particulier, je pense que en particulier les règles relatives aux subventions sont particulièrement importantes, subventions entreprises d'État en Chine, où elles démarrent là. On ne peut pas leur demander d'être conclues immédiatement parce que c'est trop important, c'est trop complexe pour espérer un règlement immédiat. Mais en revanche, on peut espérer un règlement en substance sur quelques mois. Et ça pourrait déboucher sur... pas nécessairement sur des nouveaux grands traités internationaux, sur un ajustement des règles existantes à l'OMC. Personnellement, je ne suis pas sûr qu'un nouvel accord multilatéral soit à portée de main, mais en revanche, un ajustement des règles, on peut espérer que ça aille dans ce sens. Mais est-ce que c'est crédible d'espérer que les Chinois changent et soient fairs dans l'affaire, c'est-à-dire qu'ils appliquent correctement? Au fond, la grande illusion, c'est que tout le monde a cru que la Chine voulait nous ressembler, et en fait, pas du tout. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que les espérances que beaucoup avaient mis sur cette convergence de la Chine étaient mal placées, et en particulier depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, on a même plutôt l'impression qu'il s'écarte de notre modèle plutôt qu'il ne s'en rapproche. Donc, effectivement, il y a la question de savoir si, enfin, disons, il y a la crainte de s'arrêter à des promesses qui ne seraient pas suivies des faits. Donc je crois que maintenant c'est vraiment une préoccupation de tout de suite poser les questions de mise en œuvre, de garantie qu'on a en face des engagements. La réponse à cette question, c'est le pragmatisme. Et c'est ce qu'on essaie de faire en Europe, en étant beaucoup plus pragmatique dans l'utilisation de l'instrument de défense commerciale, donc anti-dumping, anti-subvention. On a réformé nos instruments récemment en Europe. La loi de filtrage des investissements étrangers directs récemment. Le dossier en négociation de réciprocité sur les marchés publics, etc. Donc, si on veut que ce soit suivi des faits, il faut se mettre un peu en position de force. C'est ça. Aujourd'hui, finalement, on a quitté le champ, l'époque où on avait des accords qui étaient à peu près respectés et où on pouvait appeler au respect de ces accords. Finalement, ça suffisait peu ou prou. Maintenant, il faut se donner les moyens de mettre la pression pour que ce soit le cas. Merci Sébastien. Philippe, quels sont, au fond, les enjeux macroéconomiques de cette escalade qui démarre sans qu'elle ait produit encore énormément d'effets, mais peut-être des effets psychologiques importants? Les effets macroéconomiques sur l'économie mondiale. Est-ce que le ralentissement actuel est lié à ça ou pas seulement? Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu à court terme et à moyen terme. Vous faites référence plutôt à celui de court terme sur l'impact que ça aurait. Et c'est le plus difficile, en fait, je crois, que celui que les économistes sur lesquels les économistes ont travaillé. Il se trouve qu'avec Sébastien Jean, on a fait une note au Conseil d'analyse économique justement pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes en termes d'implication d'une guerre commerciale au niveau mondial sur la macroéconomie. Donc, à moyen long terme, entre guillemets, je ne dis pas qu'on sait, mais je pense qu'on comprend relativement bien un certain nombre de mécanismes et qu'on arrive à les quantifier. Donc, dans ce travail qu'on a fait avec le CEPI, on essayait de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a une très forte augmentation des tarifs au niveau mondial et les mécanismes là sont assez simples. Il y a un mécanisme direct d'augmentation des tarifs et donc d'augmentation des prix pour les consommateurs. Et puis, il y a un mécanisme d'efficacité qui est que les coûts, parce que les entreprises où la production ne va pas se faire là où c'est le moins coûteux, il va y avoir une augmentation des coûts qui va se retrouver lui-même dans les prix et donc qui va avoir un effet sur le revenu réel. Donc quand on fait tout ça et on essaye, et c'est un travail de simulation assez important qui a été fait au CEPI
par Vincent Vicat. Donc on resimule tous les flux commerciaux au niveau bilatéral, hein, donc c'est un gros travail. On trouve que de fait, il y a un impact non négligeable, permanent sur le revenu par habitant qui est de l'ordre de 3%. Un revenu permanent baisse de 3%, ça fait à peu près à quel pour horizon, la France. ça à quel horizon? Alors ça, c'est du moyen long terme, c'est-à-dire oui, c'est 5-10 ans, disons. Ce que ça signifie par exemple pour la France, ça signifie à peu près 1 000 € par personne et par an. Hein. Donc c'est pas négligeable. C'est pas non plus, il ne faut pas jouer à se faire peur, c'est-à-dire que c'est pas non plus la guerre nucléaire et la fin du modèle économique occidental. Et en partie parce que justement, quand vous faites ces simulations, ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de diversion de commerce, au sens où, clairement, si les États-Unis mettent des tarifs sur l'Union européenne, on va détruire du commerce entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais une partie de ce commerce va être recréée entre, par exemple, la France et l'Allemagne, la France et l'Italie. On fait un scénario où, a priori, l'Union européenne n'éclate pas. Alors évidemment, si on faisait un scénario carrément catastrophe où l'Union européenne éclate, là, ce ne serait pas le cas, ce serait encore plus grave. Mais dans un scénario où vous avez encore le marché intérieur de l'Union européenne, on minimise un petit peu l'impact. Il n'est pas négligeable, mais en gros, ce que ça signifie, c'est que pour les 3 grands partenaires commerciaux dans le monde, États-Unis, Union européenne, Chine, vous avez un impact de 3%. Et encore une fois, ils sont un peu protégés par des grands marchés intérieurs, ce qui n'est pas le cas pour un certain nombre de petits pays. C'est-à-dire que pour des petits pays tels que le Canada, assez ouvert au commerce international, là on trouve des effets très importants, de l'ordre de 10% de PIB par habitant en moins. Hein. Donc là, c'est des effets très importants, évidemment parce qu'eux n'ont pas ce marché intérieur important et donc perdent beaucoup plus de ce point de vue. Mais les prix augmentent et donc ça fait du pouvoir d'achat en moins pour les consommateurs. Mais est-ce que du côté de la production, on récupère? C'est-à-dire que est-ce qu'on remet des usines? Alors, il y a en effet un effet de relocalisation d'un certain nombre d'usines. Et donc là, je vous vois venir, hein, je vois peut-être un sous-jacent mercantiliste dans votre question. Mais non, mais elle est intéressante. C'est-à-dire que c'est vrai, ce qu'on fait là, c'est au niveau agrégé. Mais beaucoup de gens ne réfléchissent pas en termes agrégés, et je les comprends très bien. Donc, par exemple, si on prend le secteur automobile, et donc l'emploi dans l'automobile, ce qu'on avait fait, alors ce n'est pas dans cette note, c'est une autre note, mais qui n'a pas été publiée, où on essayait de voir qu'est-ce qui se passe si Trump, en effet, met des gros tarifs sur l'automobile, que ce soit le Canada, le Mexique ou l'Union européenne. Et en effet, il y a un effet de relocalisation des emplois vers les États-Unis. C'est l'argument ce qu'on appelle le tarif jumping, hein, c'est-à-dire que quand vous mettez des tarifs sur les importations qui viennent de l'étranger, ben vous avez intérêt à relocaliser la production sur le pays de consommation pour éviter ces tarifs. Et de fait, on trouvait que alors surtout quand si Trump mettait des tarifs, ce qu'il n'a pas fait pour le moment, sur Canada et Mexique, parce qu'on sait qu'il y a une grosse partie de la production automobile qui est en fait faite et qui est exportée vers les États-Unis. Donc la chaîne de valeur sur le secteur automobile est très intégrée, et que donc si on désintègre, eh bien en effet, comme le marché de consommation, c'est les États-Unis, il va y avoir relocalisation aux États-Unis. Donc de fait, il y a relocalisation des emplois, mais il y a l'augmentation de prix est plus forte et plus importante, l'effet négatif est plus important à l'agrégé. Mais encore une fois, il y a des gens qui vont gagner et qui vont perdre. Il faut bien avoir ça en tête. La mondialisation, l'intégration commerciale, on le sait, a fait des gagnants et des perdants. La désintégration commerciale, si on arrivait sur une guerre commerciale, va aussi faire des perdants et des gagnants. Au global, c'est plutôt lose-lose. Mais au global, en effet, c'est une situation où le niveau de revenu par habitant baisse dans tous nos pays. Alors ça, c'est les effets moyen-long terme. Sur les effets de court terme, soyons modestes, je ne pense pas qu'on ait une très bonne compréhension en fait, de ce qui se passe à court terme. Et pourquoi? Parce qu'à court terme, ces effets d'efficience, on ne va pas les voir tout de suite. Ils vont prendre un petit peu de temps, il y en aura, mais ils ne sont pas gigantesques, ils vont prendre du temps pour se mettre en place.
Donc l'effet de court terme, c'est plutôt des effets d'incertitude, par exemple. Et on le voit, Trump, c'est un énorme choc d'imprévisibilité, d'incertitude. Sébastien faisait référence tout à l'heure. Et donc pour un économiste, le fait qu'on ne sache pas, par exemple, ce qui va se passer dans 1 an ou 2 ans, pensez au Brexit, hein, c'est un énorme choc d'incertitude aussi, c'est-à-dire que les entreprises ne savent pas quel sera leur marché dans 1 an. Est-ce que j'aurai accès au marché européen? Est-ce que pour une entreprise automobile allemande, est-ce que j'aurai encore accès dans 1 an au marché américain? Et donc, la manière de réfléchir à l'impact à court terme, c'est que cet effet d'incertitude, vous gelez les investissements. Vous dites, je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe en effet pour faire des investissements. Et geler des investissements, potentiellement, ça a un effet en effet récessionniste parce qu'on sait l'investissement est la partie du PIB qui est la plus volatile. Et donc très rapidement, vous pouvez avoir un choc négatif sur l'investissement. C'est ce qu'on attendait. Et on commence à le voir un peu dans les données, par exemple en Grande-Bretagne sur l'investissement. Mais soyons francs aussi, on pensait que l'effet négatif d'incertitude sur l'investissement serait peut-être plus fort et plus rapide. Dans une certaine mesure, l'instabilité politique qu'on a depuis Trump, avec le Brexit, potentiellement avec aussi la montée du populisme, etc., finalement, il y a une certaine résilience du système économique au sens où tous ces chocs d'incertitude et d'imprévisibilité, on aurait pu penser que ça aurait créé beaucoup plus rapidement un effet très négatif sur l'économie. Je ne dis pas que ça ne va pas se passer, hein, mais pour le moment, c'est encore relativement contenu. Et moi, mon analyse, c'est que cette guerre commerciale, alors qu'on ne voit pas encore en grandeur nature, donc justement, peut-être que quand elle y sera, on aura tous ces effets négatifs, cette guerre commerciale se transformerait en récession mondiale seulement si elle se transforme aussi en crise financière. C'est-à-dire que un certain nombre d'entreprises font faillite, ce qui met en danger un certain nombre de banques qui ont prêté à ces entreprises. Et vous avez cet effet domino qui a été gigantesque, évidemment, dans la crise de 2008-2009. Je ne pense pas qu'on va revivre ça, heureusement, dans les années qui viennent. Mais il me semble que la seule manière que ça se transforme en vraie récession mondiale et pas simplement un ralentissement, c'est le canal financier. Voilà, c'est le canal financier, c'est-à-dire que cette incertitude augmente les primes de risque, diminue la possibilité de financement, potentiellement génère des crises bancaires et des crises financières. Donc c'est cette transformation qu'on ne voit pas pour le moment. Il y a des petits signes sur les marchés boursiers, etc. Mais soyons francs, pour le moment, il n'y a pas de crise financière liée à la crise commerciale. Très bien. Peut-être un mot quand même sur... je repose ma question du début. Est-ce qu'on voit des signaux quand on voit par exemple Honda qui se retire du Royaume-Uni, quand on voit Nissan qui dit je ne vais pas investir au Royaume-Uni et je ne vais pas m'installer, faire mes investissements sur le vieux continent, mais je vais les faire en Chine et en Malaisie, je crois. Est-ce qu'on assiste à des choses vraiment structurelles? C'est-à-dire, on relocalise des activités. Ma question, pour être plus claire, c'est est-ce que les chaînes de valeur sont en train de changer, de se raccourcir? Alors, pour le moment, on ne voit pas au niveau... Enfin, on a eu toute une période de très forte intégration, en effet, de ces chaînes de valeur. Et dans une certaine mesure, je pense que la guerre commerciale est peut-être le dernier point où, en effet, potentiellement, on pourra avoir une diminution de ces chaînes de valeur. Mais là, je parle sous le contrôle de Sébastien. Il ne me semble pas qu'on voit un effet de réversion sur ces chaînes de valeur. En revanche, c'est vrai que la grande période où on a eu cette intégration des chaînes de valeur est plutôt derrière nous. Et entre guillemets, parce qu'il y a des rendements décroissants à intégrer toujours plus les chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'on a fait ce qui était le plus facile, ce qui augmentait les profits, ce qui diminuait les coûts, et qu'on est un petit peu au bout de ce processus. Alors en plus, quand vous en remettez une couche en termes d'incertitude sur justement les tarifs, je pense qu'en effet, on est allé au bout de ce processus. Est-ce qu'on est dans un processus de réversion? Il ne me semble pas qu'on ne voit pour le moment, en tout cas. Globalement, ça marche? Vous m'entendez? Je pense pas. Voilà. Oui, je partage ce diagnostic pour
c'est-à-dire celui au fond d'un palier. Il y a eu un énorme développement de la mondialisation, de chaînes de valeur qui sont déployées au niveau mondial. Ça s'est arrêté avec la crise financière, ça a peut-être légèrement reflué, mais ça n'a pas été significatif jusqu'ici. Maintenant, la question qu'on se pose, en tout cas que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en train d'assister aux prémices d'une réorganisation ou pas ? Et on voit bien qu'aux États-Unis, il y a une tentation très forte du découplage de l'économie américaine et de l'économie chinoise. Alors déjà, comme disait Henry Paulson, pour découpler, il faut être un couple. Et en fait, ce n'est pas un couple, c'est-à-dire que tout ça, c'est beaucoup plus complexe que seulement deux économies. Toutes les économies du monde sont enchevêtrées, disons, et en particulier en Asie, de façon très étroite. La deuxième chose, c'est qu'on voit quand on essaie de défaire ces réseaux, ces chaînes de valeur internationales, parce que c'est très complexe. Et il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, Apple avait décidé d'assembler des ordinateurs aux États-Unis, au Texas. Bon, on peut dire les États-Unis, bien sûr, première économie du monde, très bien. De quoi ils se sont aperçus quand ils ont fait ça, au bout d'un moment, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas sur place l'approvisionnement dont ils avaient besoin, notamment des choses qui peuvent paraître aussi banales que les petites vis adaptées. Parce que tout ça, il n'y a plus l'écosystème aux États-Unis industriel tel qu'en a besoin une entreprise comme Apple dans un contexte où il faut prendre la mesure de la formidable complexité des chaînes de valeur. C'est-à-dire que, par exemple, dans la microélectronique, il y a une association américaine du secteur qui avait publié des chiffres selon lesquels l'un de leurs membres avait 16 000 fournisseurs, dont plus de 8 000 à l'étranger. Donc, il faut prendre la mesure de la folle complexité de certaines chaînes de valeur pour comprendre à quel point c'est difficile de les réarticuler. À une époque, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais on disait que dans une voiture de moyenne gamme Renault, il y a des pièces qui viennent de 70 pays différents, en tout cas qui passent à un moment ou à un autre par 70 pays différents. Alors, l'Europe. Édouard Boursieux. L'Europe, au fond, elle a plusieurs stratégies possibles et on a envie de savoir quelle est celle qui est utilisée. Bon, elle a la stratégie du passager clandestin. On laisse Donald Trump faire le sale boulot et on est un peu derrière, on en profite. Il y a l'autre stratégie qui est, c'est un peu la stratégie, disons, du strapontin ou plutôt de l'alliance de revers. On fait ami-ami avec les Chinois en se disant, bon, on va profiter de l'affaire. Et puis, il peut avoir vis-à-vis des États-Unis la stratégie de la montre. On attend que Donald Trump ait quitté la Maison-Blanche et on voit ce qui se passe et on gagne du temps. D'ici là, un coup on est tendu, un coup on est plus souple et on joue sur ces créneaux-là. Quelle est la stratégie en matière de commerce international de l'Europe aujourd'hui ? On se souvient de la visite de Jean-Claude Juncker au mois de juillet, je crois, qui avait arraché ou obtenu un accord avec Donald Trump. Où en est-on 9 mois plus tard ? Je crois qu'au fond, par rapport aux trois options que vous venez de mentionner, il y a un petit peu des trois. C'est vrai qu'on joue un peu les passagers clandestins d'une certaine manière en utilisant le levier qu'a créé le coup de pied dans la fourmilière donné par Donald Trump, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure. On a un rapport particulier avec la Chine qui est différent de celui des États-Unis dans cette affaire et on a un rôle absolument central à jouer pour permettre à un deal de se faire. Donc on s'efforce de trianguler entre les États-Unis et la Chine. Et puis il y a une petite dimension aussi de gagner du temps d'une certaine manière ou au moins sur certains sujets, sur les irritants commerciaux bilatéraux, la question des automobiles par exemple, ce genre de choses. On a intérêt à coopérer pour l'instant avec les États-Unis en attendant des jours meilleurs, sans pour autant nous compromettre nos intérêts. On doit toujours défendre nos intérêts. Mais il y a un petit peu une dimension temporelle aussi qu'on doit prendre en compte. Mais fondamentalement, je crois que sur toute cette affaire, Sébastien a, de manière extrêmement précise, très bien posé le débat sur les trois grandes options en face desquelles on est aujourd'hui, entre les États-Unis et la Chine. Soit on a un accord, un quick deal, le mercantiliste, une approche purement transactionnelle qui peut avoir un intérêt politique pour Donald Trump, mais qui n'a absolument aucun intérêt sur le plan économique, qui aggrave les choses. Soit on n'a pas du tout d'accord et on rentre dans une confrontation globale du type guerre froide économique qui serait extrêmement
problématique pour tous, évidemment pour les États-Unis, et coûteuse pour tous, pour les États-Unis, pour la Chine, mais aussi pour l'Union européenne. On n'a aucune envie de se retrouver dans une situation de ce type-là entre les États-Unis et la Chine, à devoir choisir entre les États-Unis et la Chine. On a vu l'effet des mesures extraterritoriales américaines sur l'Iran. On peut difficilement imaginer ce type de situation avec des mesures extraterritoriales américaines qui seraient destinées à tous les pays qui coopéreraient d'une manière ou d'une autre avec la Chine. Donc on doit évidemment absolument éviter ce type de scénario. Et donc le scénario qui règle les problèmes fondamentaux et qui est dans l'intérêt de l'Union européenne, c'est évidemment le troisième scénario qu'avait mentionné Sébastien, une grande négociation à l'OMC qui vise à renforcer les règles pour mieux encadrer, mieux enserrer le système chinois. Non, mais vous la mentionnez, mais même pas en rêve. Non, pas du tout. Non. Ah bon? Non, alors ça, on y travaille. Alors, la voie est étroite. La pente est forte, mais la pente est verticale. Mais la route est raide. Mais la route est droite. La voie est étroite, mais il y a vraiment... On est maintenant dans un moment de vérité où on a vraiment des cartes à jouer. On est dans une large mesure parvenu à convaincre les Américains qu'en réalité, au-delà de leur confrontation bilatérale avec les États-Unis, ils avaient intérêt à jouer la carte de la coopération avec les Européens, avec les Japonais et la carte multilatérale. Donc on travaille de manière très concrète, très active depuis des mois maintenant avec les Américains et avec les Japonais dans un contexte trilatéral. Donc ça, c'est pas du tout un rêve, c'est une réalité sur le type de règles qu'on pourrait négocier à l'OMC avec la Chine en matière de subventions, en matière de comportement des entreprises d'État, en matière de transfert de technologie, de respect des droits de la propriété intellectuelle. On va probablement sortir des propositions concrètes d'ici le printemps, le vrai printemps, pas le 21 février, mais plutôt le 21 mars. Avec les Américains et avec les Japonais. On a déjà mis sur la table de l'OMC une proposition sur tout ce qui concerne le système de transparence à l'OMC, de notification à l'OMC, il y a déjà plusieurs mois. Les intérêts européens sont-ils alignés? On a compris que les Allemands étaient un peu réticents à l'idée de s'engager sur la taxation des GAFA parce que ils exportent beaucoup d'automobiles aux États-Unis. Sur ce sujet, on a des intérêts qui sont extrêmement convergents et on a une très grande unité des Européens. Je voudrais juste ajouter que l'autre grand enjeu, évidemment, dans la négociation de ces règles, c'est la Chine. Et donc, on travaille aussi avec la Chine dans un cadre bilatéral direct. Il y a un sommet entre l'Union européenne et la Chine au niveau des chefs d'État et de gouvernement le 9 avril. Ce sera aussi un moment important, après un éventuel deal entre les États-Unis et la Chine, pour pouvoir avancer dans la direction qu'on souhaite. Sur les intérêts européens, moi je trouve que c'est dans toute cette affaire de guerre commerciale depuis un an, on a eu une unité des Européens qui va même au-delà de tous les rêves qu'on aurait pu avoir. Il y a eu plusieurs temps en fait dans ces tensions commerciales. Le premier temps, ça a été jusqu'au 25 juillet, jusqu'à la visite de Jean-Claude Juncker à Washington. Et l'accord qu'il a trouvé avec Donald Trump pour apaiser les tensions et passer d'une situation de confrontation à une situation de coopération. Donc il y a eu un temps avant ça et puis un temps après. Sur le premier temps, qui était vraiment un temps de très grande tension entre l'Union européenne et les États-Unis, de confrontation directe entre l'Union européenne et les États-Unis autour essentiellement de la question des droits de douane américains dans l'acier et dans l'aluminium, on a eu une réaction européenne qui était d'une unanimité absolument remarquable. On a poursuivi les États-Unis à l'OMC de manière tout à fait unanime sur ce sujet. On a imposé, adopté très rapidement des droits de douane compensatoires, des contre-mesures aux mesures commerciales américaines. Une décision qui a été prise à l'unanimité par les États membres de l'Union européenne, alors même que les textes qui régissent tout ça ne le nécessite pas. Il faudrait simplement qu'il n'y ait pas de majorité qualifiée contre la proposition de la Commission. Et là, les États membres ont tenu à être unanimes sur ce sujet. Donc on a sur la clause de sauvegarde qu'on a adoptée aussi face à d'éventuels afflux d'acier
non américains ou même américains suite à ces mesures américaines. Là aussi, on a eu une très grande unité des Européens. Donc au contraire, il y a vraiment eu, dans l'adversité, face à la menace, face au danger, une réaction de grande unité des Européens, parce qu'on sait très bien, et il y a eu vraiment cette prise de conscience, y compris au-delà des cercles commerciaux, au niveau du comité des représentants permanents à Bruxelles, des ambassadeurs et au niveau des chefs d'État et de gouvernement, la réalisation, la prise de conscience que si on agit collectivement, on peut peser sur le cours des choses, on peut défendre nos intérêts. Si on commence à se diviser, à vouloir chacun essayer de jouer une carte individuelle, on est mort. On n'a plus aucun poids dans cette affaire. Et on a eu cette unité qui était remarquable face aux États-Unis, mais aussi face à la Chine, dans d'autres circonstances. Est-ce que, alors, c'est une question d'actualité qui n'est pas exactement sur le sujet de la bataille commerciale, encore que, alors je profite de votre présence, comment vous appréciez l'envie de Paris et de Berlin de modifier les règles de la concurrence en Europe après la décision Alstom-Siemens qui a fait couler pas mal d'encre et qui a été assez contestée en France en tout cas, un peu moins en Allemagne, mais qui a été très critiquée en France. Est-ce que vous trouvez que l'initiative de Paris et Berlin de modifier le règlement de 1994 est une bonne idée pour tenir compte des aires de concurrence et finalement de la naissance de mastodontes chinois? Ça, c'est le premier point. Puis après, j'ai une question aussi sur les batteries européennes. Allez-y. Et puis après, on prendra les questions. Bon, ça dépasse un peu mon champ de responsabilité quand et mes collègues de la DG Concurrence pas votre champ de compétence. Sont très sourcilleux là-dessus. Mais moi, ce que j'observe dans toute cette affaire, il y a quand même une série de choses. Bon, d'abord, le débat est toujours bienvenu, qu'il y ait des propositions que les États membres veuillent renforcer la politique industrielle européenne, comme la France et l'Allemagne l'ont proposé dans un texte qui a été publié pas plus tard qu'hier. C'est une très bonne chose dans l'absolu. On doit discuter de ce type de questions. Encore une fois, on est dans un contexte où il y a un vrai besoin de mobilisation face à des menaces qui sont réelles. Mais s'agissant plus précisément de la politique de la concurrence, et notamment de l'affaire Alstom-Siemens, moi, ce que j'observe d'abord, c'est qu'il y a beaucoup d'économistes, y compris en France, et peut-être que Sébastien Jean et Philippe Martin auront un avis là-dessus, qui ne partagent pas nécessairement l'appréciation qui a été faite au niveau politique de la décision de la Commission et les déclarations à l'emporte-pièce qui ont été faites là-dessus. Et pour des raisons, moi, qui me semblent assez claires. D'abord, parce que contrairement à ce qu'on dit pour l'essentiel, quand on dit la Commission ne regarde que le marché européen en termes de marché pertinent et pas du tout les enjeux internationaux, c'est pas vrai. La Commission regarde le marché au niveau mondial et la concurrence au niveau mondial. Et je rappelle quand même qu'Alstom et Siemens représentent 72% des parts de marché à l'échelle mondiale. Ce n'est pas tout à fait négligeable, hors Chine et hors Japon, qui sont deux marchés totalement fermés pour l'instant. Et je note au passage que le Japon vient d'ouvrir son marché à travers l'accord de partenariat qu'on a conclu entre l'Union européenne et le Japon. Donc sur le ferroviaire, pour la première fois, ça fait 25 ans qu'on essaie de négocier ça, on a obtenu de manière historique l'ouverture du marché japonais dans le transport ferroviaire. Mais donc le marché pertinent, on regarde la concurrence au niveau mondial. Est-ce qu'on regarde que le bien-être du consommateur sans tenir compte en aucun cas de la situation du côté des producteurs? Ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Il y a une partie de l'analyse qui porte sur les gains en termes d'efficacité, les bénéfices en termes d'innovation d'une fusion éventuelle et qui peuvent venir contrebalancer des coûts pour les consommateurs. Sur cette affaire, Alstom et Siemens n'ont pas été capables de démontrer, et n'ont même pas souhaité réellement démontrer les gains en termes d'efficacité et d'innovation d'une telle fusion. Ce à quoi on pouvait s'attendre sur les deux segments très particuliers sur lesquels la Commission avait un problème, sur 80-90% de ce qui était en jeu, la Commission n'avait strictement aucun problème. Mais sur la signalisation et les trains à très haute vitesse, où il y a essentiellement deux concurrents en Europe, Alstom et Siemens, et un marché qui est sur la base d'appels d'offres. Donc si jamais il y a une fusion, il n'y a plus qu'un soumissionnaire potentiel dans les appels d'offres, ce qui pose quand même problème. L'analyse qui a été faite, c'est qu'au fond, ce qui risquait de se passer, en attendant l'arrivée des Chinois éventuelle, d'ici une dizaine d'années,
c'était que simplement Alstom et Siemens allaient avoir une position très dominante, allaient se retrouver dans une situation de rente, allaient pouvoir extraire effectivement beaucoup d'argent des consommateurs, mais sans qu'il y ait la moindre incitation à innover et à se préparer à l'arrivée de la concurrence chinoise. Finalement, c'était plutôt émollient comme situation, et ce n'était pas ça qui permettait de faire face de manière efficace à la Chine. Big n'est pas toujours beautiful de ce point de vue-là. L'avis de nos deux autres économistes. Oui, Philippe. Bon, très rapidement, et pour faire de la publicité sur un rapport que en fait, Sébastien Jean va aussi écrire pour le Conseil d'analyse économique, on va faire une note sur justement la question de la politique de la concurrence. Moi, je dirais juste une chose. C'est vrai que il y a eu quasiment une certaine violence du gouvernement français sur la position de Vestager qui, je trouve, était un petit peu excessive. Oui, le mot stupide a été utilisé voilà, par le ministre des Finances. Bon, par ailleurs, moi je trouve que la commissaire Vestager a fait beaucoup de choses, en particulier face aux grands groupes des GAFA en particulier. Elle ne peut pas avoir eu raison pendant 3 ans voilà, et tort maintenant. Bon. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut ouvrir certainement le débat sur la politique de la concurrence. Juste un point un peu macroéconomique, c'est que de plus en plus d'économistes voient que une partie de l'augmentation des inégalités qu'on a vues vient du fait que les inégalités de salaire ont beaucoup augmenté entre les entreprises. C'est le cas beaucoup aux États-Unis et de plus en plus entre les entreprises qui sont en situation de monopole et les autres. Et donc, il faut faire un peu attention. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est vrai qu'on a une politique de la concurrence qui est peut-être restée plus vigoureuse qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des gros mastodontes. Mais une partie de l'augmentation des inégalités aux États-Unis qui a été plutôt contenue en Europe, c'est aussi lié à la politique de la concurrence. Donc, il faut faire attention à ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des monopoles avec des énormes rentes qui augmentent les salaires des plus qualifiés et le rendement du capital, etc., créer des rentes qui va générer des inégalités, bien entendu. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Donc il faut faire un petit peu attention à remettre en cause complètement la politique de concurrence et, par exemple, aller sur un système américain. Bon, je ne dis pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question de comment on fait pour avoir une nouvelle politique de la concurrence lorsque les autres, en particulier la Chine et les États-Unis, ne font pas ça. Ça, c'est une question extrêmement difficile. Et donc, Sébastien, un mot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question pour qu'on sache et que des micros se dirigent vers vous? Pas de questions? Je ne vois pas de questions, de doigts qui se lèvent. Alors c'est moi qui vais continuer, donc allez-y. Oui, en un mot, je pense qu'on est au cœur justement, enfin en tout cas dans l'une des illustrations de cette nécessité d'être plus pragmatique pour s'adapter à un contexte nouveau de la concurrence internationale. En l'occurrence, il me semble que ça pose une question compliquée à l'Europe, c'est-à-dire comment on fait pour s'adapter avec effectivement des concurrents, par exemple la Chine qui a aussi une politique de la concurrence, mais qui la subordonne à sa politique industrielle, à une stratégie de développement international. Comment on fait aussi pour s'adapter par rapport aux États-Unis. Et bon, là-dessus, il me semble que le défi, c'est d'arriver à avoir une approche pragmatique, mais dans la cohérence. Et, pour le dire autrement, je ne pense pas que ce soit dans la course à la taille qu'on va réussir à s'adapter ou à faire mieux que la Chine. Et il vaut mieux se demander comment est-ce qu'on articule ce qu'on a comme système et qui fonctionne quand même relativement bien à pas mal d'égards, avec une défense pragmatique de nos intérêts industriels. Voilà. Et je ne crois pas qu'il y ait nécessairement d'incohérence. Il y a une réflexion à avoir j'ai cité tout à l'heure un certain nombre d'outils qu'on pouvait utiliser pour ça. Et notamment, ça voudra dire, en l'occurrence, si demain il y avait une concurrence qu'on jugeait déloyale de la compagnie chinoise parce qu'elle bénéficierait d'une rente de situation en Chine, ça voudrait dire être plus dur pour lui barrer l'accès au marché européen, si effectivement elle est largement subventionnée par une rente de situation en Chine. Toujours pas de questions? Si, ben voilà. Alors, est-ce qu'il y a un micro? Je ne vois pas du tout de micro. Si, formidable, merci beaucoup. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Levez votre main pour que tout le monde voit où vous êtes. Voilà, merci. Ici. J'ai une petite question. Comment l'Union européenne compte-t-elle lutter contre l'extraterritorialité dont vous avez parlé, du droit américain?
puisqu'on voit bien qu'en Iran, ça a été un échec assez cuisant, dans le sens où le mécanisme, le SPV, voulu par M. Le Drian, a été refusé par le ministre des Affaires étrangères iranien. Donc voilà, comment l'Union européenne compte-t-elle lutter contre cet instrument qui est assez efficace dans la guerre commerciale? Merci. Édouard. Bon, rapidement, parce que là aussi, ce n'est pas un sujet commercial au sens de la Commission. De fait, c'est les ministères des Affaires étrangères qui gèrent ça, et notamment au niveau européen, le service européen d'action extérieure. Mais on a plusieurs outils. Il y a la loi de blocage qui a été adoptée en 1996, qui a montré son intérêt en 1996 à l'époque de la loi d'Amato Kennedy et la loi Helms-Burton sur déjà à l'époque l'Iran et puis la Libye et Cuba, puisqu'en 1998, les États-Unis avaient retiré l'application de leurs mesures extraterritoriales à l'encontre des entreprises européennes. On a à nouveau activé la loi de blocage dans le cas de l'Iran l'année dernière. Là où on est allé plus loin qu'en 1996, c'est qu'en effet, pour la première fois, et ça c'était un signal d'affirmation très fort de la part de l'Union européenne, et c'est l'Union européenne plus la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, on a adopté, mis en place, ça a mis un certain temps pour le mettre en place, ce n'était pas quelque chose de facile à faire, et sur le plan technique et sur le plan politique, un véhicule dédié pour les échanges légitimes avec l'Iran. Jusqu'ici, l'impact de tout ça, c'est que ce qui est le plus important dans toute cette affaire, le deal sur le nucléaire iranien, qui est quand même quelque chose d'absolument considérable d'un point de vue de sécurité internationale, qui est l'essentiel des enjeux dans cette affaire, tient. Donc les efforts qu'on a déployés dans ce domaine n'ont pas été vains de ce point de vue-là, même si la situation est loin d'être satisfaisante, même si malheureusement il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution miracle, ni au niveau européen, ni de la part de n'importe quel autre pays dans le monde. Et si la réponse à ces mesures extraterritoriales américaines, c'est quelque chose qui devra s'organiser dans le temps, on aura maintenant à l'avenir un véhicule dédié qui a été pensé dans le cadre iranien, mais qui a vocation à s'appliquer plus largement, qui sera opérationnel beaucoup plus rapidement. Et puis la vraie réponse au-delà de ça, c'est le renforcement de la dimension internationale de la zone euro, enfin de l'euro, chose sur laquelle il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut commencer par la volonté politique de le faire. Et de ce point de vue-là, il y a une volonté au niveau européen aujourd'hui. C'était un des éléments forts du discours sur l'état de l'Union du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, en septembre de l'année dernière. Il y a eu une communication de la Commission qui détaille tout ça début décembre de l'année dernière. Merci. Autre question, madame, au deuxième rang. On m'entend? Oui. Simplement, moi, la première des choses, est-ce que le terme guerre commerciale est approprié? Est-ce une guerre commerciale ou tout simplement une remise en ordre d'une mondialisation qui avait un côté sauvage et qui était complètement déréglementée dans tous les sens? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, votre exemple d'Apple était significatif. Comment peut-on réorganiser cette mondialisation qui a été construite depuis 20 ans, où on voit bien que toutes les sociétés occidentales et américaines, 50% des exportations, c'est de la réexportation ou le fruit de délocalisation. Comment vont faire Apple, Nike et tout ce qui s'ensuit? Je trouve que ça demande une réorganisation de justement tout ce commerce mondial qui va être quelque chose de colossal. Alors, qui veut répondre? Sébastien, peut-être. Alors, oui. Pas de guerre nucléaire, avez-vous dit tout à l'heure? Oui, et je plaide coupable pour le raccourci de la guerre commerciale. C'est un terme commode, mais effectivement inadapté. Vous avez tout à fait raison, madame. Ce qui est violent ou sauvage, c'est la remise en cause actuelle dans son, si vous voulez, dans le sens où elle est complètement désordonnée et génératrice d'un grand désordre, et surtout où elle laisse entrevoir le fait que la puissance politique, le rapport de force politique risque de jouer un rôle beaucoup plus important. Donc, oui, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur la façon de mieux domestiquer la mondialisation, de la rendre plus humaine, plus favorable à la défense de l'environnement, d'un certain nombre de valeurs que l'on souhaite défendre. Mais pour le dire simplement, je pense que Donald Trump prend le chemin inverse de cette direction. Autre question. Philippe voulait dire un mot. Autre question, il y avait d'autres mains. Vous n'avez pas répondu à la réorganisation multinationale.
la réorganisation, je ne vous ai pas répondu directement en effet, la réorganisation, tout ça prend beaucoup de temps et est d'abord déterminé par la politique. Je dis, la politique, au fond, c'est comme la politique dans le commerce, c'est comme l'oxygène pour la vie. Tant qu'il y en a, on ne s'aperçoit pas que c'est très important. Puis quand ça vient à manquer, la stabilité politique, la paix, une certaine stabilité, quand ça vient à manquer, on s'aperçoit que rien n'est possible sans ça. Donc, effectivement, s'il y a des heurts politiques, des affrontements, et ça peut y compris être de nature violente, ça peut tout désorganiser et il faudra bien se réorganiser d'une façon différente. Ça prendra du temps et ça passera par beaucoup de désordre. Voilà. Mais rien n'est impossible. Dernière question. Oui, madame, autre. Attendez. Le micro arrive. Le micro arrive. Je vous en prie. Vous avez évoqué le problème des batteries, mais personne n'y a répondu pour l'instant. On est en train de mettre en place, en Europe, un Airbus des batteries. Ça concernera essentiellement l'Allemagne et la France. La France propose 700 millions et l'Allemagne propose 1 milliard. Bon, c'est très peu comparativement à ce que les Chinois ont investi dans la recherche et les Coréens par rapport à ces batteries électriques, puisque eux possèdent, si vous voulez, up, down c'est-à-dire qu'ils possèdent les matériaux rares, ils possèdent l'industrie et ils sont très bons en marketing. Je peux vous dire qu'actuellement, les Américains ont perdu les marchés en Asie par rapport à ce problème des batteries, parce qu'ils n'ont pas augmenté la recherche dans ce sens-là. Voilà. Alors, donc j'aimerais que les trois participants à cette table ronde donnent une réponse par rapport à ce problème. Alors le quatrième va vous donner une réponse d'abord. En fait, le projet, c'est 1,7 milliard d'argent public, mais ça doit être complété par plus de 3 à 4 milliards d'argent privé, des grandes entreprises françaises ou allemandes, pour un total de 5 à 6 milliards d'euros. Non, mais très rapidement, vous mettez le point sur, à mon avis, ce qui est essentiel, c'est la question de l'innovation et de la recherche et développement. Je pense que quand on reparle sur la question est-ce qu'il faut des géants industriels en Union européenne avec une énorme marge, je pense que ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, quand on voit ce que mettent les Chinois en effet sur la recherche et développement, sur l'innovation, sur les universités, etc., c'est là où il y a une question essentielle. Et donc, est-ce que des entreprises de grande taille avec un monopole font plus d'innovation et de recherche et développement? Je peux vous dire que la littérature économique est plutôt circonspecte sur cette réponse. Donc la question, en effet, je suis tout à fait d'accord, c'est un effort coopératif intégré de l'Union européenne sur cette grande question de recherche et développement et d'innovation. Oui. Peut-être juste un mot pour ajouter que je crois qu'il ne faut pas non plus sombrer dans une sorte de perspective d'affolement par rapport à la puissance chinoise en pensant que nous sommes des nains. Et pour mention, pour rappel, Volkswagen, juste un constructeur, a annoncé un plan d'investissement de 45 milliards d'euros dans le véhicule électrique. Nous ne sommes pas des nains. L'Union européenne est la première puissance commerciale au monde actuellement sur les biens et services. Je pense qu'il faut quand même le garder en tête. On a certes beaucoup moins de cohésion politique qu'un État comme la Chine ou les États-Unis, plutôt un problème politique, mais on est loin, loin, loin d'être un nain au niveau commercial, et y compris en termes de R&D. Ça n'empêche pas de se poser la question de le défendre au mieux. Un mot vraiment très court. Moi, j'aurais bien aimé m'arrêter sur cette conclusion qui est très juste, mais trois remarques très rapides pour compléter sur le plan vraiment commercial. D'abord, l'Union européenne attaque la Chine en ce moment, poursuit la Chine à l'OMC sur les voitures électriques, sur la question des transferts de technologie, dans un très gros cas très important à l'OMC. Deuxièmement, à partir du moment où on monte une industrie des batteries en Europe, on doit pouvoir avoir la garantie que cette industrie ne sera pas, si on veut que les industriels investissent, que cette industrie ne sera pas balayée par des formes de dumping de la part des entreprises chinoises, d'où l'importance de nos instruments de défense commerciale et du renforcement qu'on a effectué récemment de ces instruments dont on doit se servir et dont on doit se servir de manière très alerte, en coopération d'ailleurs avec l'industrie européenne. Et puis un dernier mot en forme de petite pique sur l'industrie européenne qui parfois sur ces questions-là est un peu court-termiste
il y a une tentation aussi de beaucoup de constructeurs européens de privilégier les batteries chinoises aujourd'hui, ce qui, à long terme, n'est pas forcément dans leur meilleur intérêt. Comme on a vu en Chine, beaucoup d'entreprises européennes ou de toute nationalité acceptaient de transférer tout un tas de technologies suite à des exigences chinoises qui, là aussi, n'étaient pas nécessairement dans leur intérêt à long terme. Une toute dernière question, et je vous demanderai une réponse vraiment en 15 secondes chacun. C'est un petit peu sur un sujet connexe. Est-ce que le Royaume-Uni va forcément perdre au Brexit ? Moi, ma réponse courte, c'est oui. Et pourquoi ? Essentiellement parce que je pense que le malentendu initial du Brexit, c'est le slogan de la campagne « Take back control », reprendre le contrôle politique de sa souveraineté. Et je crois que ce à quoi on est en train d'assister, c'est qu'un pays isolé comme la Grande-Bretagne, aussi puissant soit-il, a beaucoup moins de souveraineté qu'il n'en a dans le cadre européen. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, ça sera difficilement profitable pour eux, même si, justement, on peut beaucoup limiter les dégâts en étant mieux coordonnés entre Britanniques et Européens. Donc la réponse est oui. Alors ma réponse est oui, en particulier sur un Brexit dur. Dans le cas d'un accord où la Grande-Bretagne aurait un accès relativement ambitieux au marché européen et qu'on ne prend pas fait pas attention, par exemple, à un mécanisme de dumping fiscal de la part de la Grande-Bretagne, là, je pense que potentiellement, la Grande-Bretagne pourrait être le free rider de l'Union européenne. Mais je pense qu'on a mis suffisamment de garde-fous, je pense que vous le direz aussi, pour ne pas arriver dans cette situation. Mais il y a ce petit risque, et là, ce serait du perdant pour l'Union européenne et du gagnant pour la Grande-Bretagne. Mais ce n'est pas mon scénario privilégié. Edouard Boursier. Moi, j'aimerais bien répondre non, histoire de varier un petit peu, mais malheureusement, Dans votre bouche, ce serait malvenu. Je pense oui, et donc je réponds oui. Et je confirme ce que vient de dire Philippe Martin, au sens où les questions de level playing field étaient absolument centrales dans les discussions avec le Royaume-Uni jusqu'ici. Il faut traduire pour nos auditeurs. De conditions de concurrence et juste et équitable, au fond, enfin, égal pour tous, étaient centrales dans les négociations jusqu'ici et seront centrales évidemment dans la négociation d'un futur accord, le cas échéant. Mais moi, la raison pour laquelle je dirais oui, que ce soit en cas de no deal ou dans le cas du deal qui est sur la table aujourd'hui, c'est un autre slogan, c'est le slogan Global Britain, qui a beaucoup été utilisé au Royaume-Uni dans le cadre de la campagne du Brexit, avec l'idée que le Royaume-Uni pourrait, une fois libéré de l'Union européenne, avoir une politique commerciale beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus offensive, copiant en cela d'ailleurs le slogan Global Europe, qui avait été avancé par l'Union européenne en 2006 déjà. Mais je crois que ni dans un cas ni dans l'autre, l'ambition du Global Britain, de certains Brexiteurs, ne sera réalisable. Dans le cas du deal, tout simplement parce que ça inclut une forme d'union douanière avec l'Union européenne, et donc le Royaume-Uni n'aura pas la possibilité de négocier, pour les biens en tout cas, d'accord commercial avec le reste du monde. Et dans le cas d'un no deal, ça commence quand même par un retour au terme de l'OMC, avec ce qui représente plus de 50% des échanges du Royaume-Uni. Donc, ce n'est pas nécessairement la meilleure base de départ pour devenir un acteur mondial. Merci à vous trois. Je crois qu'on peut les remercier. Merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Bonne fin d'après-midi.